Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Donc ce matin, je suis à vos côtés pour intervenir sur le sujet de la transition et la problématique de comment s'engager, par quoi commencer. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'imagine que vous entendez beaucoup d'actions, beaucoup d'idées sur le sujet, mais que vous cherchez justement à prioriser et à voir par quoi commencer. Alors, juste pour commencer, je vais me présenter. Vous-même, vous vous présentez en mettant votre nom, prénom, puis votre structure. Donc, on ne va pas faire de tour de table parce qu'on est assez nombreux aujourd'hui. Et puis, juste après ma présentation, je vous présenterai le programme et le sommaire de la matinée. Juste en quelques mots, qui je suis. Donc, moi, je suis Hubert Vandeville, le fondateur et le dirigeant de Betterfly Tourisme, qui est une entreprise nantaise que j'ai fondée en 2011 et on travaille depuis 2011 exclusivement dans le sujet du tourisme et du tourisme durable, avec pour volonté de faire passer à l'acte les professionnels du tourisme. Et donc, c'est ce passage à l'acte qui nous anime. Et pour faire passer à l'acte les professionnels, on va essayer de démontrer que ça coûte moins cher de s'engager que de ne pas s'engager. Donc, on a développé des outils et des méthodes qui permettent de calculer les retours sur investissement et les gains économiques à mettre en place des actions responsables. Le deuxième argument qu'on essaie de mettre en avant dans nos actions, c'est de aider les professionnels à prioriser. Donc, ça tombe bien avec le thème aujourd'hui, en chiffrant les réductions d'impacts environnementaux et du coup, en priorisant les actions qui ont le plus de gains et d'économies sur le plan environnemental. Et le troisième levier qu'on essaie d'activer pour le passage à l'acte, c'est d'essayer d'accompagner nos clients dans la communication, dans la valorisation de leur engagement, pas forcément que de l'image ou une stratégie marketing, mais on va être vraiment dans des plans d'action opérationnels sur comment même prospecter grâce au sujet. Notre spécificité, du coup, c'est qu'on a développé des outils et des méthodes, et notamment des logiciels. Donc, on est aussi devenu éditeur de logiciels, on fait du conseil et de la formation autour des principaux métiers du secteur du tourisme, hein, que ce soit des acteurs professionnels ou des destinations. Et alors, le chiffre, je ne l'ai pas mis à jour, mais c'est vrai que ça s'accélère. On est à plus de 1000 clients accompagnés depuis 2011 en France, mais également à l'international, notamment sur les hébergements touristiques, la restauration et tout ce qui est camping également. Voilà, donc on est basé à Nantes, on est une équipe d'une douzaine de personnes en cours d'augmentation. On a plusieurs offres de recrutement actuellement, donc n'hésitez pas à diffuser autour de vous. Euh, alors, du coup aujourd'hui, comment s'engager? J'ai un petit sommaire à vous proposer. Déjà, pourquoi s'engager maintenant? Vous allez voir que c'est vraiment le moment qui a beaucoup d'opportunités. La deuxième échange, c'est dans quel ordre, dans quelles sont les premières étapes pour s'engager. Vous allez voir qu'il y a un moment clé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'offices de tourisme aussi aujourd'hui. Donc, on va parler de fédérer autour de soi. Ça fait partie des premières étapes. Et j'ai quelques conseils aussi pour amener une dynamique autour de vous dans votre engagement. Et puis, une grosse partie de l'intervention ce matin, ce sera des exemples de bonnes pratiques, d'actions à lancer pour commencer une démarche. Alors, du coup, également, tout au long du webinaire, moi, j'ai affiché ma cellule de discussion, donc n'hésitez pas à poser des questions, même pendant que je parle. Enfin, voilà, j'essaierai de prendre le temps nécessaire pour y répondre entre deux présentations, enfin, entre deux messages. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser des questions, plutôt par écrit, parce que si je vois que je vais y répondre par la suite, voilà, je gère un peu le temps comme ça également. Alors, c'est parti sur la première partie, justement, pourquoi s'engager dès maintenant? Et du coup, je vous propose une séquence où en fait, on va parler de changement, de résistance au changement, essayer de comprendre quelles sont les raisons qui peuvent nous pousser à changer. Je vais essayer de vous les illustrer avec du contexte responsable. Euh, et, euh, et voilà, donc il y a une petite question sur le support. Je laisserai répondre par écrit. Alors, pourquoi changer? Déjà, c'est dans vos structures, il peut y avoir des manques. Donc, la première famille de raisons, entre guillemets, c'est changer pour combler des manques. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme manque un peu classique dans les organisations? C'est un manque d'efficacité ou d'efficience. Donc là, un manque d'efficacité, ça peut être on passe trop de temps à faire certaines actions, un manque d'efficience, on n'est pas assez rentable.
Autour de ce sujet, aujourd'hui, c'est une des actions qui peut pousser beaucoup d'acteurs à s'engager. C'est notamment l'efficience économique en lien avec certaines ressources. On va parler tout à l'heure, hein, que ce soit l'énergie ou les ressources humaines même. Et un manque d'efficacité, c'est essayer de remettre à place son mode de travail et du coup, peut se poser la question de méthodologie plus responsable. Le manque de temps, c'est une des raisons fortes de changer. C'est malheureusement un des freins principaux sur la résistance au changement, et notamment lorsqu'on va parler de développement durable. Certains d'entre vous veulent mettre en place des démarches, mais se disent on n'a pas les ressources suffisantes, on n'a pas assez de temps pour y consacrer. Donc, ça également, c'est un des leviers principaux qu'on voit actuellement. Le manque de ressources humaines ou de compétences, en effet, on souhaite changer pour faire évoluer nos métiers. Donc ça, c'est un sujet qui est très fort aujourd'hui, et notamment auprès de vos équipes. On voit qu'il y a de plus en plus de volonté d'engagement personnel et une volonté de mission qui évolue. Donc, au niveau des compétences, c'est important de se mettre à niveau. Et puis, un manque de ressources physiques actuelles ou à venir. Et donc ça, c'est certains professionnels en ont vraiment pris conscience et ont commencé leur transition parce qu'ils se rendent compte que l'énergie va être de plus en plus rare, que l'eau va être de plus en plus rare. Et du coup, tout simplement, voilà, la ressource physique à venir qui va manquer. J'étais encore en échange il y a quelques jours avec un propriétaire de plusieurs hôtels qui a 900 salariés, c'est une Thalasso notamment dans ces hôtels. Et oui, lui, il a un plan d'action pour une quinzaine d'années pour rendre sa structure plus résiliente. Deuxième famille de raisons qui peut pousser à changer, c'est pour avoir un avantage. Le premier avantage, c'est un avantage technique, ou avoir une innovation qui nous permet après d'avoir plus d'efficacité, plus d'efficience, de proposer autre chose. Donc là, c'est ce qu'on peut retrouver avec des technologies plus efficaces qui peuvent pousser à changer. Un avantage, ça peut être une question d'image, d'attractivité, d'image pour les entreprises notamment, de fidéliser ses équipes en ayant plus de sens, en mettant plus de sens au cœur de sa mission. Donc ça, c'est une des raisons fortes en ce moment de la volonté de certains acteurs de mettre en œuvre ce qu'on appelle de la RSE, la responsabilité sociétale de son entreprise. Et du coup, c'est une raison forte en ce moment. Et puis, un dernier point, c'est l'avantage marché. Donc, on va essayer de changer pour se différencier et avoir un avantage concurrentiel. Alors, sur le champ du développement durable aujourd'hui, ce n'est pas si évident que ça, notamment pour la clientèle loisir, en disant, voilà, je suis engagé, je vais avoir plus de clients parce que j'ai une stratégie responsable. Je vais être assez honnête, pour la clientèle loisir, ce n'est pas l'argument décisionnel principal. En revanche, c'est un argument de fidélisation, c'est un argument qui donne du sens aussi pour vos clients. En revanche, pour la clientèle entreprise, ça peut être un vrai avantage marché. Si votre destination ou si votre activité souhaite séduire des entreprises pour des séminaires ou pour des événements, ça peut être un vrai argument. Voilà. Peut-être que dans les années à venir, l'avantage marché public loisir va vraiment évoluer parce que depuis quelques mois, les sites de réservation en ligne commencent à pousser la visibilité des établissements engagés. Les sites comme Booking ou même Google met en place des critères d'identification des hôtels engagés. Troisième famille de raisons, c'est de s'adapter à son environnement. Donc là, on commence à rentrer dans le dur et presque dans l'existentiel. Premier environnement, l'environnement réglementaire. Alors, le sujet de l'environnement, du développement durable est un des sujets qui est très fort, très prégnant dans les lois. Sur les dernières années, on a eu des lois énergie, la loi climat et résilience, on a eu des décrets qui en découlent, la loi sur l'économie circulaire, qui touche notamment au gaspillage alimentaire, aux objets en plastique. Le secteur du tourisme étant un secteur réceptacle, plein de métiers, on va se retrouver dans le secteur avec beaucoup de contraintes réglementaires. Une grosse contrainte qui arrive, c'est l'obligation pour la plupart des entreprises et pour également les collectivités locales de mettre en place des filières de collecte de biodéchets d'ici au 1er janvier 2024. Donc ça, c'est un sujet très d'actualité. S'adapter à son environnement, c'est aussi un environnement stratégique. Notamment, ça peut être les clients, les fournisseurs ou les acteurs de son secteur.
on a eu vraiment une grosse adaptation à notre environnement stratégique en 2020, avec une clientèle internationale qui s'est stoppée. Et donc là, il a fallu s'adapter extrêmement vite. Et du coup, on peut se poser la question des choix stratégiques qui ont été faits, est-ce qu'ils nous ont rendus plus résilients, ou si on reprend des mauvais réflexes de résilience, entre guillemets, est-ce que je n'ai pas intérêt à faire des évolutions stratégiques pour être moins dépendant de certains fournisseurs ou de certains clients? On peut reparler des sites de réservation en ligne, par exemple, qui peuvent aussi apporter une dépendance. Et enfin, un sujet très d'actualité, c'est s'adapter au contexte environnemental qui est très changeant en ce moment. On a eu, chaque année, on nous dit qu'on a une année un peu exceptionnelle en termes de température, en termes de pluviométrie, en termes parfois de tempête, en termes de froid, en termes d'enneigement pour certains lieux. Donc, c'est vrai qu'on... Excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne. Je laisse passer la sonnette parce que je pense que c'est assez embêtant pour vous. Donc, s'adapter au contexte environnemental, c'est un des enjeux forts actuellement des activités touristiques, et notamment, par exemple, des campings qui peuvent être avec une activité forte l'été, en période estivale, où il y a un stress hydrique important. On peut se poser la question de comment réduire mes consommations d'eau si, à l'avenir, les autorités nous disent qu'on est limité en eau, par exemple. Donc, c'est vraiment un contexte qui est très fort aujourd'hui. Et on le voit sur de nombreux territoires. Il y a également une réflexion pour les offices de tourisme d'adapter leur activité en fonction des horaires. On en parlait tout à l'heure, juste avant le webinaire. On travaille, nous, beaucoup avec l'Occitanie. Et les offices de tourisme en Occitanie sont confrontés à des manques d'activité en début d'après-midi, jusqu'à 17h, voire 18h, en période de canicule. Donc voilà, comment on s'adapte au milieu environnemental. Alors, vous avez vu quelques raisons, mais du coup, pourquoi c'est le moment de changer aujourd'hui? Première chose, c'est qu'il y a des aides, des subventions très importantes sur la transition écologique en ce moment. Donc, notamment, il y a le Fonds Tourisme Durable qui va vous accompagner sur plusieurs sujets, notamment sur l'écolabel européen, par exemple. Vous avez même parfois des aides sur vos salaires, sur les temps passés sur ces opérations. Alors, j'ai juste parlé de l'écolabel européen, mais le Fonds Tourisme Durable apporte un volet très important. Et même au niveau des offices de tourisme, vous avez aussi des actions qui sont soutenues sur la formation, tout ce qui touche à la transition. Pourquoi c'est le moment de changer? C'est également le moment de changer parce qu'il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre dans le secteur. On a des salariés qui sont de plus en plus exigeants sur le sujet de la RSE, de la transition, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Et du coup, être sur le fond dans une démarche RSE va être un argument supplémentaire pour aller capter des saisonniers, recruter des jeunes diplômés ou tout simplement fidéliser aussi vos équipes. Donc pour moi, c'est vraiment important de changer maintenant pour des questions tout simplement de ressources humaines. L'actualité, c'est aussi des fonds d'investissement qui vont maintenant soutenir et rendre obligatoire l'engagement des entreprises dans lesquelles elles vont investir. Donc nous, on travaille avec notamment Extendam ou M Capital, qui sont deux fonds d'investissement qui sont très présents dans le secteur du tourisme. Et en fait, à chaque nouvelle acquisition, chaque nouvel hôtel qu'ils vont acheter ou dans lequel ils ont une participation, ils vont obliger à s'engager. Et ils vont rendre des comptes derrière auprès des fonds d'investissement derrière qui investissent de l'argent, mais avec des critères responsables. Donc là, le secteur de la finance est un levier très important. Vous pouvez même avoir souvent des taux bonifiés désormais avec certains acteurs bancaires si vous faites preuve d'un engagement sur votre transition. Une raison supplémentaire. La réglementation, je l'ai évoqué tout à l'heure. La réglementation évolue très vite en ce moment sur tous ces sujets-là. Donc, ne serait-ce que suivre la réglementation, ça donne des motivations de changement. Et je ne parle même pas de l'anticipation, parce que si on lit la loi climat et résilience, on se rend compte qu'il y a des choses qui arrivent, et notamment l'affichage environnemental qui serait obligatoire d'ici à 2026. Et puis, bien entendu, la question de sobriété, le prix de l'énergie est une raison qui va pousser au changement. Alors moi, je le mets d'une manière positive pour le changement. C'est que du coup, ça va augmenter, décupler les retours sur investissement. Et il y a quelques mois ou années, on nous disait, voilà, si vous changez d'équipement, vous avez 7 ans de retour sur investissement.
avec les prix de l'énergie aujourd'hui, ça peut passer à 3 ans, voire même certains équipements, c'est quasiment immédiat. Donc voilà, ça fait un panel de raisons pour lesquelles faire son changement dès maintenant et ne plus trop attendre. Je reviens sur le sujet de la subvention. Aujourd'hui, on a des conditions assez exceptionnelles d'aide et de subvention. Ce n'est pas garanti que dans 2 ans, que dans 3 ans, on ait toujours ces niveaux d'aide avec peut-être une situation budgétaire publique qui va se durcir et on ne sera pas dans les mêmes conditions post-Covid. Alors, c'était un peu l'introduction et ce que je souhaite, c'est vous faire réagir par rapport à ces différentes raisons par un petit sondage. Donc, pour ceux qui ont accès à leur smartphone ou la possibilité de lancer un petit navigateur, je vous invite à vous connecter sur un site web. On va faire le sondage en ligne, qui s'appelle Slido. Je l'ai écrit en haut. Donc, il suffit de taper dans l'URL sli.do. Je vais le taper également dans notre discussion. Donc, vous tapez sur Slido et vous allez rentrer le code solution pour le code de la session d'aujourd'hui. Et en faisant ça, vous allez avoir une question qui va s'afficher, que je suis en train de lancer. Et cette question, c'est aujourd'hui, parmi toutes les raisons que je vous ai présentées, quelles sont celles qui vous pousseraient au changement? Voilà, pour votre organisation, quelles sont celles qui sont les plus motivantes, ou qui vous poussent le plus, ou que vous subissez le plus et qui vous incitent à changer? Voilà, je ferai un petit retour à l'oral. Le temps que tout le monde réponde, je vois qu'il y a une petite question. Est-ce qu'il existe un site de référence avec toutes les subventions possibles par structure? Alors oui, il y en a un qui est plutôt bien fait, que je vous tape là, c'est aide-entreprise.fr. Alors, je ne sais plus s'il y a un S partout. Donc, ce site-là, moi, je l'utilise assez souvent parce qu'il référence toutes les aides, notamment de transition, mais pas seulement. En revanche, vous avez aussi vos... Alors, je ne sais pas Sophie, si vous êtes dans une structure privée ou publique, mais vous avez aussi vos correspondants liés au Fonds Tourisme Durable qui peuvent aussi avoir du détail sur certaines aides, notamment les aides en lien avec l'ADEME ou les aides en lien avec le Fonds Tourisme Durable. Ah, d'accord. Je vous remercie. Je n'avais pas vu que c'était mal présenté. Alors, ça va être mieux comme ça, j'imagine. Voilà, merci Emmanuel qui précise aussi les aides.fr. Alors, je vois que ça commence à remplir. Donc, vous êtes 10 à avoir répondu au sondage. Donc, je laisse encore un tout petit peu de temps pour voir quelles sont les raisons principales. Alors, normalement, une fois que vous avez répondu, vous voyez les réponses avec le pourcentage de réponses. Voilà, encore une ou deux personnes. Et je ferai la description comme un commentateur sportif. Alors, du coup, dans vos réponses, voilà, la raison principale qui vous pousse au changement, pour 3/4 d'entre vous à peu près, c'est l'adaptation au contexte environnemental, même 80% d'entre vous. Donc voilà, ça semble être la raison principale pour vous. Et c'est vrai que le contexte, notamment climatique et de stress sur certains sujets environnementaux, est assez important aujourd'hui. Donc c'est ce qui vous pousse dans la grande majorité, 80%. Après, vous êtes la moitié d'entre vous à voter pour l'image positive ou l'attractivité du territoire à peu près. Donc 47% maintenant. Donc c'est la deuxième raison. Et après, vous êtes pour un tiers d'entre vous sur la réglementation et un petit peu moins, 27% d'entre vous, pour un avantage, une innovation et 20% pour une recherche d'efficacité. Voilà, après, on a quelques petites réponses en pourcentage sur les autres items. Voilà, donc c'est vraiment le contexte environnemental et je pense que c'est le sujet qui a le plus évolué en 3-4 ans et qui est vraiment aujourd'hui. En fait, avant, on était plutôt en anticipation. En tout cas, nous, on en parlait déjà il y a un moment, mais on était plutôt dans le prédictif. Et on se rend compte aujourd'hui que les prévisions sur le sujet environnemental sont parfois pas aussi, ne vont pas assez vite que la réalité. Et les pires scénarios du GIEC, en fait, on les retrouve parfois dès cette année.
Donc oui, en effet, c'est une motivation malheureusement très très forte. Alors, cela étant dit, voilà, on a la motivation, hein, on n'a pas le choix. Pour certains, il faut qu'on y aille, ou on le prend de manière plus volontaire. On va essayer de se positionner sur l'innovation, sur l'image et essayer d'engager son équipe. Et bien maintenant, on veut se lancer. Quelles sont les premières étapes pour se lancer? Alors, je vous ai mis les 5 étapes clés en fait, qu'on va retrouver dans une démarche de transition. Et on va essayer de voir quels sont les tuyaux qu'on peut mettre en œuvre, les tuyaux, les astuces qu'on peut mettre en œuvre pour réussir ces étapes. Première étape, c'est la prise de conscience et un état des lieux. Donc ça, c'est une étape très importante que l'on peut évoquer souvent avec vraiment on a encore évoqué hier en formation avec le sujet de la fresque du climat. Voilà, c'est l'idée d'une prise de conscience de la situation. Une fois qu'on a pris conscience, on ne reviendra jamais en arrière. Donc, c'est une étape importante qui peut aboutir sur une étape 2 de créer une vision commune. La difficulté entre la prise de conscience, avec la prise de conscience, c'est qu'elle peut être démotivante parce que voilà, la situation environnementale aujourd'hui n'est pas simple. Mais si on arrive à fournir une vision inspirante et positive dès la suite, eh bien en fait, on ne va pas baisser les bras et on va créer un projet collectif avec son organisation ou avec ses clients, ses parties prenantes. Donc c'est une étape très importante entre la 1 et la 2, à arriver à inspirer son équipe ou ses parties prenantes. Une fois que l'étape 1 et 2 sont réalisées, en fait, une fois qu'on sait où on veut aller, ben en fait, le plan d'action va en découler plus facilement. C'est-à-dire que si on n'a pas une vision claire et qu'on travaille sur une collectivité locale ou sur un établissement, eh bien, en fait, on a un champ d'action qui est tellement large qu'on va peut-être s'éparpiller. Le fait d'avoir une vision avec un but précis, ça va nous aider à prioriser les actions. Alors, un plan d'action opérationnel, un plan d'action de communication qu'il faut imaginer quasiment en même temps. Et après, la phase 5, plus classique, c'est l'animation et la mise en œuvre des actions dans la durée, qui peut permettre de mettre à jour l'état des lieux et de repartir quelques années plus tard sur une nouvelle vision. Alors, comment déclencher cette prise de conscience? Souvent, je fais appel un peu aux 2 types de cerveaux. On a des cerveaux qui sont plus sur l'émotion, donc une partie du cerveau qui est plus sur l'émotion. Et donc, l'état des lieux, la prise de conscience peut se faire à partir de films, de documentaires, de livres, de conférences, où on va avoir un témoignage ou des témoignages et profiter, pourquoi pas, par exemple, de faire une présentation de documentaire en commun avec son équipe et d'avoir un temps d'échange entre l'équipe derrière. C'est ce qu'avait fait le réseau des villages VVF. Ils avaient présenté le film Demain dans chacun de leurs villages et à toutes les équipes et avaient enchaîné sur un débat au sein de l'équipe pour motiver et pour dire voilà, il faut y aller parce qu'on n'a plus le choix. Donc voilà, je vous ai mis un ouvrage au milieu qui m'a beaucoup inspiré. Il s'appelle 80 hommes pour changer le monde. Alors, il commence à dater un petit peu. Je crois qu'il date de 2007 dans ces eaux-là. Mais c'est un livre qui, à l'époque, m'a fait accélérer dans ma volonté de création d'entreprise. Alors, après, il y a l'autre cerveau qui est peut-être plus cartésien, l'autre partie du cerveau qui va s'appuyer sur des chiffres, sur des constats. Et donc là, l'état des lieux peut se faire à partir d'analyses chiffrées. Donc, vous avez plusieurs exemples. Vous avez tout à droite l'analyse de ces factures. Et on va se dire, voilà, aujourd'hui, on paye tant d'électricité, tant de gaz. Je vous ai mis au milieu l'image de l'évolution des prix du gaz sur courant 2022. Et du coup, oui, le cerveau cartésien va se dire, on ne peut pas continuer de cette manière-là, il faut qu'on mette en place un plan d'action de transition énergétique. Autrement, on va perdre en rentabilité, par exemple. Donc ça peut être un regard. L'autre regard, c'est sur la gauche. Donc ça, c'est une étiquette environnementale, c'est-à-dire un état des lieux des impacts d'un hôtel ici, qu'on va réaliser sur plusieurs indicateurs. Et derrière cette cartographie des impacts, donc sur l'impact carbone, l'impact sur l'eau, l'impact sur les ressources énergétiques et l'impact sur la biodiversité, on peut positionner l'hôtel et faire toute une analyse en priorisant les actions et en montrant tous les points forts et tous les points faibles. Donc là, on est vraiment plutôt comme si c'était un bilan comptable détaillé, mais des impacts environnementaux, et on va avoir une analyse pour nous pousser à l'action. Et surtout, si on nous dit, voilà, on est très mauvais, on est en D ou en E, il va falloir se secouer un petit peu pour d'ici 1 an ou 2, gagner des paliers et gagner des lettres. Sachant que cette étiquette environnementale a pour but de devenir obligatoire en 2026 avec la loi climat et résilience. Donc voilà, si on a trop de retard sur la réglementation, on pourra être pénalisé peut-être par la suite. Donc voilà, pensez au diagnostic de départ.
Si on continue sur le diagnostic, l'ADEME a fait un bilan carbone sur les données de 2019. Et dans ce bilan carbone du secteur touristique, donc c'est que l'indicateur carbone, on nous a montré qu'en France, 77% de l'impact carbone vient de la mobilité et du transport. Et dans ces 77%, ces 41% sont liés aux déplacements en avion. Et la deuxième brique, c'est les déplacements en voiture pour venir sur la destination. Et après, vous avez 6%, ce sont les déplacements sur la destination, une fois que votre visiteur est arrivé sur place. Donc, c'est vrai que si on a ces ordres de grandeur-là, donc après, on a 7% pour l'hébergement, pour la restauration, pour les activités. C'est vrai que si on a ces ordres de grandeur-là, quand on est une destination touristique, on va se dire comment on va faire en sorte que nos clients viennent moins possible, alors soit en avion, soit en voiture, et quelle stratégie on peut faire pour favoriser la clientèle, peut-être qui viendrait avec des modes de transport plus sobres, et notamment le train. Donc voilà le type de réflexion qu'on peut avoir. Si on est un hôtel, est-ce que je ne vais pas avoir une politique marketing particulière pour certaines destinations, par exemple, pour essayer de les faire venir autrement qu'en voiture et de loin. Donc voilà, c'est important de faire des constats pour prioriser. Toujours dans les constats, là, c'est une analyse qu'on a faite sur une quinzaine de restaurants, sur 15 restaurants même. Ça commence à dater un petit peu, ça date de 2016. Et on a fait l'analyse carbone encore, alors sur d'autres indicateurs, mais là, je vous montre le graphique sur le carbone. On a démontré quels étaient pour chacun des restaurants le poste qui impactait le plus. Et donc, majoritairement, à près de 75%, c'est le poste alimentaire. Donc, l'achat des produits alimentaires, la production des produits alimentaires. Et donc, pour un restaurant, s'il veut faire des efforts de réduction, eh bien, il faut réfléchir à comment décarboner son menu, avec, bien sûr, son ADN de chef, et d'arriver à pointer les ingrédients qui ont peut-être le plus d'impact et proposer des alternatives intéressantes. Donc voilà, tout commence souvent par un état des lieux, une prise de conscience. Un autre exemple, comme vous êtes plusieurs offices de tourisme autour de la table, donc on a fait le bilan environnemental de plusieurs offices de tourisme sur plusieurs indicateurs. Et là, je vous ai mis l'indicateur déchets, la quantité de déchets générés par un office de tourisme à l'année. Donc là, on est un OT de grande taille, une soixantaine d'équivalents de temps plein. Et quand on a pris en compte l'ensemble des éditions, plus tous les déchets générés sur les locaux, eh bien, en fait, les éditions représentaient 98% des déchets qui allaient se retrouver à la poubelle un jour ou l'autre. Ça représentait 85 tonnes, 84 tonnes de papier ou d'édition. Et si on le ramenait par travailleur, ça faisait plus d'une tonne, 1,3 tonne d'impression par an. Et c'est vrai que ce chiffre-là, c'était un chiffre qu'on n'avait pas du tout en tête. Et du coup, on s'est dit, bon, on a beau travailler sur les déchets, mettre le tri dans nos locaux, la priorité reste de travailler sur nos additions, est-ce qu'on est sur les bonnes quantités, les bons grammages, etc. Et c'est vrai que le bon diagnostic au début permet de focaliser sur là où il y a le plus gros impact. Alors, c'est pas pour ça qu'ils ne s'occupent pas des déchets sur les locaux, mais voilà, ça a été vraiment une prise de conscience. Toujours pour cet office de tourisme, on a fait une analyse de tous les déplacements. Donc là, je suis désolé, j'ai masqué un petit peu pour des questions de confidentialité. Mais en fait, on va retrouver différentes familles de déplacements et on se rend compte que 43% de l'impact carbone vient du... Tourisme durable. Ah oui. Je vous invite à couper votre micro. Ouais. Donc, on se rend compte que 43% de l'impact carbone vient des déplacements des VIP, notamment pour l'avion. Donc, en fait, ils ont une réflexion sur, on va faire venir toujours des journalistes ou autres, mais peut-être qu'on va prendre en charge le train et moins prendre en charge l'avion ou tout simplement commander des billets de train à la place de l'avion pour nos journalistes qui vont venir, par exemple. Donc voilà, on a pu décortiquer et mettre en place des priorités d'action pour toujours essayer d'optimiser son impact. Donc voilà, le bilan, c'est souvent vraiment une prise de conscience. Si je le fais pour les hébergements touristiques, donc là, c'est une analyse sur 54 établissements dans le cadre d'un projet, eh bien, on se rend compte que l'impact carbone des hôtels, ce n'est pas que l'énergie dans un hôtel. Tout ce qui est chauffage, climatisation, ça va être entre 40 et 50% des impacts, ça dépend des hôtels, voire un petit peu plus. Mais on va avoir tout ce qui est la fabrication du textile, la fabrication du petit déjeuner. Tout ça, ça va avoir des impacts carbone aussi importants. La fabrication des équipements électriques, la fabrication de l'eau et de l'eau chaude.
Voilà, tout ça, ça va être des postes pas que sur le chauffage et la climatisation. La plus grosse difficulté dans un hébergement, c'est que du coup, ça nous donne beaucoup de postes sur lesquels travailler. Et après, il faut arriver à cibler dans chacun des postes les actions principales et prioritaires. On va voir ça tout à l'heure. Voilà, toujours sur la prise de conscience, un point important, c'est sur l'émotion, c'est cette éco-anxiété qu'on peut retrouver chez de nombreuses personnes auprès de vos équipes. Même peut-être vous êtes parfois sujet à ce sentiment. C'est un point qui est important. J'en parlais pas il y a quelques mois, mais maintenant j'en parle. Et c'est important de ne pas laisser vos équipes seules face à ce sujet. Et du coup, le fait de proposer un projet, le fait de le proposer de manière organisée, en collectif, en montrant qu'il y a une volonté, ça va rassurer vos collaborateurs, vos équipes. Et surtout, ça va parfois les motiver en se disant, ben, en fait, je vais passer à l'action. Et en fait, le passage à l'action, c'est là qu'on va retrouver une motivation supplémentaire et on ne va pas tomber dans la déprime sur le sujet. C'est un point important et je vous invite vraiment à avoir ces temps d'échange avec vos équipes parce que le risque, c'est que ils baissent un peu les bras autour de ce sujet qui est vraiment devenu un sujet de société. Alors, une fois qu'on a fait l'état des lieux, c'est intéressant, très important de définir une vision commune. Bon, la vision commune, c'est essentiel parce qu'une fois qu'elle est définie, toutes les actions que vous allez prendre au quotidien dans votre structure, eh bien, si la vision elle est bien connue avec des objectifs, eh bien, l'ensemble des actions s'orienteront vers la décision, vers la vision commune. Donc, c'est important d'arriver à définir une bonne vision. Et comment définir cette vision? L'idéal, hein, c'est pas toujours simple, mais l'idéal, c'est de voir quelles sont les attentes de toutes les parties prenantes de votre activité. Alors, les parties prenantes, vous avez une petite cartographie simplifiée sous les yeux qui sont tous les acteurs qui sont dépendants ou qui sont en interaction avec votre activité. Qu'est-ce qu'ils attendent, eux, de votre transition? Et essayer de voir, côté client, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de notre transition. Et notamment, est-ce que le client attend est-ce qu'il y ait moins de chauffage ou est-ce qu'il attend est-ce qu'il y a un meilleur confort? Et donc, en se posant les bonnes questions, on va arriver aussi à apporter des bonnes réponses au niveau de la vision. Et je tiens vraiment à souligner, la transition, c'est pas du faire moins. C'est pas de faire moins d'énergie, moins de produits, moins d'offres. C'est de faire autrement et essayer de faire mieux. Et il y a cette notion de confort qui est extrêmement importante. Et je prends l'exemple de la clim. Quand il fait trop froid dans une chambre l'été, le client n'est pas content. Lorsque la chambre est trop chaude l'hiver, c'est pareil. Donc voilà, il y a vraiment une notion de confort à avoir. Donc l'idéal, c'est d'élaborer cette vision en se mettant à la place des parties prenantes, en interrogeant certaines pour arriver à la définir avec un projet collectif. Voilà, je vous ai mis quelques exemples de vision plus ou moins marketing. Je vais passer parce que je vois le temps qui file, mais vous pouvez développer votre propre vision qui peuvent être très, très resserrées. Par exemple, de faire notre établissement, un établissement zéro déchet, par exemple, alors vers le zéro déchet, et ça va orienter tous vos choix pour arriver à faire du zéro déchet. Et vous ne pourrez pas forcément traiter tous les points à travers votre vision. Une fois qu'on a notre vision, l'objectif, c'est de construire un plan d'action. Alors, les sources sont assez nombreuses. En fait, l'idée, ce n'est pas forcément de tout inventer, mais déjà de voir ce qui existe et de le reproduire, de l'améliorer. Première chose, il y a sûrement des actions dans votre organisation que vous pouvez déployer auprès des autres équipes, auprès des autres postes, auprès de vos parties prenantes, par exemple vos fournisseurs. Déjà, voir qu'est-ce qui fonctionne bien chez vous et que vous pouvez peut-être améliorer ou diffuser. Qu'est-ce qui fonctionne bien chez vos confrères et que vous pourriez copier-coller chez vous. Donc, faire une petite veille, des visites, des échanges entre vous, entre gîtes, chambres d'hôtes ou entre offices de tourisme. Qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que vos fournisseurs sont source d'idées, source de propositions? Je reprends l'exemple de mon gros groupe de 9 hôtels. Ils achetaient beaucoup de poissons parce qu'ils sont en bord de littoral. Et ils ont évoqué leur problématique avec le fournisseur de poissons et ils sont passés sur comment on appelle ça, c'est plus des cartons, c'est des cagettes. Elles ne sont plus en polystyrène, mais c'est devenu des cagettes, alors toujours en plastique, mais réutilisables. Donc, du coup, ils ont supprimé ces barquettes en polystyrène parce que le fournisseur l'utilisait pour un autre client. Et il a dit, si vous voulez, on peut faire la même chose avec vous.
Qu'est-ce qui peut vous inspirer? C'est toutes les aides, les subventions disponibles, et elles sont nombreuses en ce moment. Donc, passez au crible les aides et voyez si elles sont adaptées à votre situation. Et ça va vous donner un petit boost en plus financier pour y aller. Si c'est vous souhaitez impliquer vos équipes, vous souhaitez avoir des choses vraiment innovantes et très adaptées, vous pouvez animer des ateliers de recherche de solutions. Alors même si vous êtes que 1 ou 2 dans votre structure, eh bien n'hésitez pas à se dire bon alors la chambre, comment est-ce qu'on va s'améliorer? Donc vous allez dans la chambre de votre chambre d'hôte et passez au crible tout le fonctionnement et posez-vous des questions sur comment améliorer tout ça. Ou le petit déjeuner, comment est-il? Est-ce qu'il est cohérent vis-à-vis de notre engagement? Et puis, essayer de voir la réglementation, comment elle évolue, voir comment ça risque d'évoluer pour anticiper et mettre en place des actions qui vous mettront confort dans le futur avec les évolutions de la réglementation. Et enfin, il y a beaucoup d'études, de publications, de guides qui existent dans lesquels on recense beaucoup d'actions. Mais il n'y a pas forcément grand-chose à inventer, et il faut déjà aller chercher tout ce qui existe. Les labels, enfin, pour finir, les autres démarches déjà structurées vont aussi vous apporter beaucoup d'idées. Même sans forcément aller jusqu'au label, vous pouvez regarder un cahier des charges, les critères d'un label, et ça va vous donner des idées d'action. Voilà, donc je vous ai mis un exemple, ça c'est une charte d'une chaîne d'hôtels, donc ça c'est à Monaco. Alors je l'ai mise parce qu'elle était assez détaillée, même si elle n'est pas forcément applicable à tout type d'établissement. Mais voilà, vous retrouvez une liste d'actions sur le management, la biodiversité. Alors, ça date de la période 2013-2016, mais voilà, je l'ai mis pour information. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient vraiment numéroté toutes les actions avec des exemples très concrets. Voilà, donc, eux, c'est des gros groupes avec beaucoup de personnes. Si vous êtes peu dans votre structure, l'idée, c'est de vous piocher 2 ou 3 actions à mettre en œuvre. Puis, une fois que vous avez fait vos 2 ou 3 actions, vous passez aux suivantes. Voilà, des exemples de guides. Vous avez les références, enfin, vous trouverez assez facilement ces guides. J'ai vu qu'il y avait des personnes de Vendée. Le guide de droite a été élaboré avec l'UMI de Vendée et le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc, vraiment un guide pour réduire le gaspillage alimentaire. Et on l'a décliné typologie de restaurant par typologie de restaurant. Voilà, le guide de gauche, c'est le guide de l'ADEME sur les hébergements. Donc voilà, il commence à y avoir beaucoup de guides. La question sur les aides, voilà le lien supplémentaire. Des exemples d'aides mises en œuvre dans le fonds tourisme durable. Donc là, j'ai pris un visuel du CRT Occitanie qui peut-être date un petit peu, je ne sais pas si tout est encore à jour, mais en tout cas, c'est des aides qui évoluent à peu près tous les 6 mois et donc qui sont assez concrètes en termes de mise en œuvre parce qu'elles sont vraiment dédiées aux hébergeurs et aux restaurants du secteur du tourisme durable. Le petit point de vigilance, c'est qu'il faut au moins avoir 5 000 € de demande d'aide pour avoir le dossier. Voilà, donc l'ADEME, je ne vais pas aller passer trop de temps derrière, mais l'ADEME est un organisme phare pour tout ce qui est aide et subventions. Et l'ADEME va vous aider dès que vous êtes dans des établissements à usage collectif ou tertiaire sur tout ce qui va être fonds chaleur, donc c'est réduction des consommations d'énergie, production d'énergie renouvelable, ou économie circulaire, éco-conception, réduction des déchets. L'ADEME va pouvoir vous aider aussi bien dans la création d'études ou même dans l'aide à l'investissement. Je vais juste vous mettre cet exemple-là. Beaucoup de chiffres. En fait, on a fait une analyse dans un hôtel qui voulait remplacer ses chaudières au gaz par des chaudières au bois. On a fait toute une analyse auprès des aides de l'ADEME et on s'est rendu compte que grâce aux aides de l'ADEME, le surcoût qu'il pouvait avoir à l'investissement était quasiment compensé par toutes les aides de l'ADEME. Et sur les 7 ans de projet de l'investisseur, eh bien, il y avait une différence d'à peu près 200 000 € entre le bois et le gaz. Et là, on était sur des tarifs de 2020. Donc voilà, grâce aux aides, on peut avoir la bascule au niveau de l'investissement et du coup, on va réduire les temps de retour sur investissement. Donc là, c'était plus de 200 000 € d'aide. Alors, les guides sont disponibles en ligne, bien entendu. Donc, normalement, il y a les liens sur le PDF que vous recevrez. Mais sinon, avec les mots-clés, vous trouverez facilement. Vous mettez ADEME, guide hébergement touristique. Vous arriverez sur la librairie de l'ADEME et vous avez plusieurs guides. Vous avez des guides sur la lecture des labels, etc. Voilà, je parle beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Pas de souci.
Alors, je n'ai pas après détaillé les autres étapes hein, du plan de com ou animation dans le temps, parce que le cœur de l'intervention aujourd'hui, c'est comment s'engager, quelles sont les premières étapes pour s'engager. Alors, une partie importante pour moi, c'est fédérer autour de soi. Ce type de projet, il peut rarement se faire seul, et en général, il se fait en équipe. Alors, si vous travaillez seul dans votre structure, c'est pareil, vous avez toujours des acteurs autour de vous, des fournisseurs, un écosystème, vous avez l'office de tourisme, vous avez des associations locales ou autres. Et donc, c'est très difficile de porter ce type de démarche tout seul, ou même un mari ou une femme aussi qui vous accompagne plus ou moins dans votre projet. Et du coup, c'est important d'engager autour de soi. Engager des acteurs autour de soi, ça repasse toujours par cette prise de conscience qu'on a évoquée tout à l'heure. Mais après, avant d'arriver à la vision, il y a une phase où on peut mobiliser des acteurs. Et puis après, pour animer dans le temps, il y a aussi un peu de réussite. Donc, je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est encore un résumé, mais je voulais insister sur la phase de mobilisation des acteurs, et notamment lorsque vous êtes dans des structures où il y a un certain nombre de salariés. Tout le monde n'est pas aussi sensible au sujet que les autres. Et du coup, ce qui serait important dans votre structure, c'est d'identifier des collaborateurs qui sont motivés, sensibles au sujet, et d'arriver à leur faire conduire des actions ou les impliquer dans votre projet. Ça va vous aider vraiment, d'une part, vous, à vous alléger un peu votre temps, mais en plus, ça va montrer qu'il y a une vraie dynamique de groupe. Et, ils vont parler avec leurs mots, ils vont arriver à trouver des idées complémentaires, puisque ça va vous élargir un peu votre spectre d'idées. Et puis, ça va aussi diversifier les intervenants. Ça ne va pas être que le projet de la direction ou que le projet du chargé de mission tourisme durable. Et essayer de créer des groupes de travail avec les volontaires sur le sujet. Par exemple, tout à l'heure, on a vu l'impact du transport. Eh bien, pourquoi pas créer juste un groupe de travail sur comment est-ce qu'on va réduire notre impact lié au transport? Est-ce qu'il y a des volontaires? Et vraiment, pour moi, c'est une étape vraiment nécessaire d'arriver à faire porter le projet de manière collective en identifiant vos alliés dans votre structure ou en externe. Si vous êtes sur un territoire, quels sont les hébergements touristiques, les restaurants, les sites de visite qui sont déjà engagés et qui pourraient faire un peu porte-voix, porte-parole, témoin. Est-ce qu'il y en a qui sont plus motivés que d'autres pour travailler sur ces sujets-là? Alors, c'est souvent les mêmes, hein, toujours, mais peut-être qu'il y a des visites à faire, peut-être qu'il y a des modes d'animation qui sont un peu différents pour arriver à impliquer. Voilà. Après, pour la vision, c'est également important de co-construire la vision et pas que la vision émane d'une personne ou d'un cabinet conseil seul, mais vraiment arriver à la co-construire et que ce soit l'animateur qui le fasse ou un cabinet conseil qui ait vraiment une logique d'échange, d'atelier avec les parties prenantes. Autrement, le fait de les impliquer dans la vision va permettre de les fédérer dans le plan d'action et vont avoir l'impression, et d'ailleurs ce sera la réalité, que c'est leur projet, c'est le projet de tous, et pas juste le projet de la direction, par exemple. La vision, pour moi, elle n'est pas figée dès le premier coup. Il faut la présenter de manière quasiment aboutie et avoir des temps d'échange autour de cette vision. Et puis après, après la réécrire de manière un peu stratégique avec les bons mots. Mais voilà, il faut que la vision, elle soit pas figée dès le premier coup. C'est important aussi. Voilà. Et puis une fois qu'elle est figée, une fois elle est définie, parce qu'elle peut évoluer dans le temps, il faut la rappeler régulièrement à des moments clés, au moment des vœux, au moment des séminaires, au moment de l'entretien d'embauche, etc. Voilà. Après, c'est un peu plus naturel pour mobiliser la mise en place d'indicateurs pour suivre dans le temps, communiquer les réussites. Ça, c'est important. Quand il y a des bonnes nouvelles, il faut marquer le coup. Il faut faire de ce projet un projet vraiment positif avec des moments de partage. Ça aussi, c'est important d'avoir des moments positifs. Et puis, pour la mise en place des efforts, pour la mise en place des actions, il faut poursuivre les efforts. Là, il faut arriver à déléguer, parce que si vous portez seul la plupart des actions, vous allez vous épuiser, ou à un moment, vous allez avoir une charge de travail, ou ça ne va pas être le moment, le projet va patiner. Donc, il faut vraiment arriver à déployer auprès de vos collègues, auprès des parties prenantes, les actions. Voilà, donc ça, c'est la théorie, un petit peu. Donc là, je vais passer présentation de différentes actions, mais peut-être est-ce qu'il y a des questions un peu sur la mobilisation, les premières étapes à pas louper pour acter sa transition en mode un peu collectif.
Oui, ou peut-être un court retour d'expérience. Est-ce que quelqu'un a lancé une stratégie ou a lancé une mobilisation et ça s'est bien passé ou ça s'est moins bien passé? Est-ce qu'il y a un petit témoignage là-dessus? Oui, je pensais à un certain nombre d'offices de tourisme qui sont présents au webinaire. Peut-être y a-t-il des expériences à partager. N'hésitez pas à prendre la parole. Il y aura une séquence questions aussi à la fin. Bon, alors, je vais rentrer dans le vif des actions concrètes. Alors. Ah, il y a quelqu'un qui Oui, prend la pardon. parole. Le voyage à Nantes, peut-être. Voyage à Nantes je suis depuis peu de temps en fait au voyage à Nantes, mais ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement la conduite du changement est quelque chose d'important dans la mise en œuvre en fait d'une politique RSE au global, mais tourisme durable aussi. Donc c'est vrai que tout le monde est plutôt partant parce que ça, voilà, on a des valeurs, on a communes, mais c'est vrai que quand ça touche au quotidien, à l'activité et qu'il faut changer en fait ses habitudes de travail, c'est un petit peu, enfin voilà, on entre un peu plus dans le dur. Et là, vous avez réussi à lever des freins d'une certaine manière ou vous êtes encore un peu dedans ou vous cherchez des idées pour faire lever ces freins? Moi, ça fait 3 mois que je suis là. Donc, mais il y a déjà eu ce que vous avez indiqué, une démarche, enfin un diagnostic qui a été réalisé l'année dernière avec une vision qui a été donnée. Je pense que par rapport aux idées que vous avez émises, le fait de les partager, que ça soit collectif et porté en fait par les collaborateurs, ça c'est certainement encore à mettre en œuvre. Le fait aussi de déléguer, de créer des groupes de travail pour pouvoir mener à bien les actions, ça aussi c'est à mettre en œuvre. Le fait de pouvoir en parler et de montrer que c'est jamais acquis et de répéter les choses, c'est certainement aussi à mettre en œuvre. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Il y a un plan d'action qui a été écrit, mais c'est vrai que le fait de passer du plan d'action à la mise en œuvre concrète et qui parle plus aux collaborateurs, c'est voilà, une nouvelle étape qui n'est pas forcément simple au démarrage, quoi. Ouais. Et peut-être pas lancer trop d'actions en parallèle au début. Il vaut mieux avoir 2 ou 3 actions avec des résultats à 3 mois, 6 mois, 1 an, plutôt que de lancer 10 ou 15 actions avec des résultats qui mettent le temps à venir. C'est vraiment aussi mon conseil, quitte à marquer le coup sur les premières actions qu'on réussit, ça va créer une dynamique positive. C'est OK, merci, parce qu'effectivement, parmi les actions, il y avait une longue liste. Donc, effectivement, de prioriser certaines actions et de les mener à bien, ça peut motiver pour les autres, quoi. Mm. Et je pense que c'est vraiment la clé, c'est la priorisation. Que voilà, là, c'est un office de tourisme avec un certain nombre de collaborateurs, mais ça peut être aussi tout simplement un gîte ou une chambre d'hôte. Il y a tellement de champs d'action sur lesquels vous pouvez travailler qu'il faut vraiment prioriser. Et une des règles pour prioriser, c'est celles qui sont les plus faciles avec des résultats rapides à avoir, et qui vont satisfaire, entre guillemets, qui vont être visibles. Soit c'est les actions qui ont le plus d'impact. Et du coup, il faut les traiter à bras le corps parce que même si elles ont si elles jouent sur la moitié de l'impact de l'office, eh bien, ça va être la priorité. Après, ce que vous avez évoqué au début de la présentation avec l'impact en fait du transport pour venir sur le lieu de destination, qui est majeur, on peut vite aussi se retrouver confronté à des problématiques qui sont externes en fait à la structure, c'est-à-dire sur lesquelles on n'a pas forcément le pouvoir d'agir. Je pense par exemple à mettre plus de lignes ferroviaires ou plus de liaisons, d'horaires, enfin, qui vont favoriser justement le déplacement en train en fait, des voyageurs, des visiteurs. Et donc ça peut être pas démotivant, mais on va dire, voilà, est-ce que du coup, ça vaut le coup que je me lance là-dedans si de toute manière, moi, je n'ai pas d'action directe sur ce sujet-là, alors que ça représente 75% en fait de l'impact, quoi. C'est une bonne question. Dans la priorisation, c'est aussi sur quelles actions on a le poids ou la décision. Et si je reprends votre exemple, oui, c'est compliqué parce que les clients, ils viennent d'un peu partout et puis c'est eux qui choisissent. Mais après, est-ce qu'on peut mettre de manière volontaire des actions marketing prioritaires où on sait que les clients vont plutôt venir en avion, en train qu'en avion?
Donc, ça peut être ce type de choix qui est dans votre possibilité. Et vous ne pourrez pas jouer sur plus de lignes ferroviaires, mais vous savez aujourd'hui voilà, qu'il y a telle ou telle ligne ferroviaire directe et ça peut être ce type d'action à avoir. Ok. Mais oui, on en parlait encore hier à une journée de travail avec d'autres offices de tourisme, se focaliser sur les actions à la main, parce que notamment sur les destinations, il y a beaucoup de choix politiques ou des choix d'infrastructure qui font qu'on on peut pas créer une nouvelle piste cyclable en claquant des doigts, par exemple. Donc voilà, il faut vraiment voir sur quoi on peut déjà agir et mener à bien ce sur quoi on peut déjà agir. Merci. Alors, du coup, je vous propose un petit panorama de quelques postes de fonctionnement. J'essaierai de les illustrer pour office de tourisme ou pour hébergement. Et on va passer déjà en revue le sujet de la sobriété, de l'énergie. Et cette diapo-là est très importante pour moi à retenir parce qu'elle résume un peu toutes les logiques de sobriété, que ce soit énergétique, mais même de sobriété en général. Donc, j'ai récupéré cette infographie d'une démarche qui s'appelle Negawatt, qui date du début des années 2000. Enfin, j'ai récupéré ça en 2007 à l'époque. Et en fait, cette logique de Negawatt, elle nous donne un ordre, une sorte de priorité de travail si on veut réduire nos consommations d'énergie et notre impact lié à l'énergie. La première chose, c'est d'être plus sobre dans nos consommations. Donc, de plus coller aux besoins réels et d'avoir évité tout ce qui est gaspillage, éviter tout ce qui est inutile dans notre mode de fonctionnement. Je vais vous donner des exemples. Des vitrines allumées la nuit, alors déjà, on n'a plus le droit, mais lorsqu'il y a très peu de passages, est-ce que c'est utile ou pas? Est-ce que dans nos locaux, lorsqu'ils sont inoccupés, est-ce que c'est utile ou pas? Ou lorsque j'ai beaucoup de télétravail et qu'on est obligé d'allumer tout le plateau pour 3 travailleurs, est-ce que c'est utile ou pas? Donc, on va réfléchir comment on adapte le besoin. Ou un autre exemple dans les hébergements, est-ce que climatiser quand il n'y a personne dans une pièce à température fraîche, est-ce que c'est utile ou pas? Donc voilà, c'est vraiment la première étape. Et là, vous ferez déjà les plus grosses économies parce qu'il y a très peu d'investissement. Deuxième sujet, c'est l'efficacité. Maintenant, une fois que vous éclairez votre poste de travail, eh bien, autant l'éclairer avec le meilleur équipement possible. Donc, on va chercher la plus faible consommation pour le service rendu. On va chercher à réguler tout ça. Alors, la régulation, ça va avec la sobriété, mais en termes d'horaire, en termes de capteurs de luminosité, etc. Donc, on va essayer d'avoir les équipements les plus efficaces. Si je produis de la chaleur, je vais essayer de choisir mon équipement qui est le plus efficace entre l'énergie consommée et l'énergie de chaleur fournie. On va chercher aussi à isoler le système, à isoler notre bâtiment, faire en sorte que notre bâtiment soit le plus efficace avec le moins de pertes possible. Une fois qu'on est sobre et une fois qu'on est efficace, alors oui, on va pouvoir s'équiper en renouvelable parce que déjà, il va y avoir moins d'investissement à faire. Si on consomme moins de chauffage et qu'on veut mettre du panneau solaire pour se chauffer, il y en aura beaucoup moins à installer. Et donc, le renouvelable vient en troisième position et pas en premier. Donc, vraiment, si vous avez retenu ça, pour l'énergie, c'est facile. Pour tout ce qui est consommation d'eau, c'est la même logique. Et même pour les déchets générés, c'est la même logique. Pour moi, cette philosophie, elle est très, très importante, sachant que la sobriété, on peut la faire tout de suite court terme. L'efficacité, on va être sur du moyen terme. Et les renouvelables, on va être sur de l'investissement à long terme. Donc, en priorité, si vous avez des plans d'action à mener, visez la sobriété. Est-ce qu'on utilise bien nos équipements? Est-ce qu'on chauffe comme il faut? Est-ce qu'on a besoin d'autant se déplacer? Voilà, vraiment, posez-vous la question de vos besoins. Est-ce qu'il y a besoin d'autant d'offres sur le petit déjeuner? Est-ce qu'il y a besoin autant en quantité, etc. Si on regarde un peu dans le détail comment travailler sur l'énergie et la sobriété, il y a tout un enjeu qui est la gestion des températures. Et c'est jamais simple, hein, je pense notamment quand on est dans les offices de tourisme où parfois on est plusieurs dans le même bureau et on n'a pas les mêmes perceptions. Notre confort, c'est pas une température. Notre confort, c'est notre température du corps. Et donc déjà, il y a des sensations qui sont différentes s'il y a un courant d'air ou pas, s'il y a un taux d'humidité ou pas. Mais après, pour gérer les températures, on peut aussi mettre des contraintes ou des systèmes de régulation avec des logiciels, des compteurs intelligents, des compteurs, enfin des températures qu'on ne peut pas trop varier entre plus 3 degrés et moins 3 degrés.
Si la fenêtre s'ouvre, le chauffage s'arrête. Voilà, il existe plein de systèmes pour réguler et maîtriser les températures. Je ne sais plus si j'ai là, mais c'est éviter les surchauffes et mettre de l'ombrage sur les façades les plus exposées. Tirer des stores, etc. On peut aussi, bien sûr, impliquer les clients. Alors, c'est jamais simple, hein, parce que lorsque le client il est en vacances, il ne veut pas forcément qu'on lui parle de la planète qui a plus beaucoup d'énergie ou qui est en changement climatique. Donc, l'idée, c'est d'avoir les bons messages. On va souvent parler de nudge marketing, pour essayer d'influencer le client sans l'exposer à trop de stress. Alors voilà, j'aime bien l'image d'en bas, par exemple. C'est un petit Yoda qui parle « éteindre en sortant, tu dois ». Bon voilà, c'est un peu fait avec humour et ça passe beaucoup mieux si la planète a besoin de nous, éteignez en sortant, quoi. Surtout si c'est dans un site de vacances. Alors, il existe de plus en plus de formats beaucoup plus interactifs et ludiques. Et l'ADEME est en train aussi de publier un guide sur le sujet. Voilà, notamment en Bretagne, ils ont élaboré un kit éco-geste pour mettre, je crois que j'avais d'autres visuels plus tard, pour mettre en avant des suggestions de communication. Voilà, donc je passe après toutes les batteries de capteurs qu'on peut mettre en place pour essayer de forcer, entre guillemets, le comportement des clients. Si on met un capteur de luminosité, s'il y a assez de lumière dans vos bureaux, ça s'éteint. S'il y a assez de lumière, vous n'avez plus besoin de l'éclairage et donc vous allez faire des économies. Le suivi des factures, ça aussi, pour moi, c'est un point prioritaire à faire. Et le suivi de vos compteurs. Alors, on a même, pour certains gîtes et chambres d'hôtes, certains hébergeurs ont fait modifier leur contrat, où il y a une clause dans le contrat où, pendant l'état des lieux, on va prendre le relevé de compteur. Et à la sortie de l'état des lieux, on va reprendre le compteur et dans le contrat, donc il y a deux possibilités. Soit on fait payer la juste quantité, soit il y a un forfait de base sur un certain nombre de kilowattheures, et si les kilowattheures sont dépassés, on paye les kilowattheures en surplus. Et ça sensibilise assez bien les visiteurs dans un gîte, notamment. Voilà. Important aussi, si vous avez déjà des bonnes pratiques, formez régulièrement, rappelez aux équipes ces bonnes pratiques. Au bout d'un an, au bout de 2 ans, ça s'oublie. Vous avez du changement de personnel aussi. Donc voilà, c'est important d'avoir une vraie gestion de l'énergie et une personne en charge de gérer votre énergie. Je vais assez vite parce que je vois le temps qui file, mais voilà, j'ai vraiment à l'essentiel. Sur la gestion de l'eau, j'avais une petite question. Ça va toucher à la sobriété, à l'efficacité. Un robinet qui goutte, d'après vous, c'est combien de litres par jour qui peuvent être perdus? Vous pouvez répondre dans la discussion. Mais voilà, on peut essayer de sensibiliser. Vous pouvez faire un quiz avec vos équipes ou avec vos clients sur ce type de questions. Et donc, voilà, je vous laisse réfléchir, 4, 8 ou 10 litres par jour. Et bien, en fait, ça peut monter jusqu'à 10 litres par jour. Si vous multipliez par 365, vous arrivez à 3,6 mètres cubes sur une année. Quand vous voyez ce qu'on peut arroser dans un potager avec 1 mètre cube, là, vous vous dites que c'est dommage de ne pas garder cette eau pour les potagers. Donc, le prix de l'eau, c'est à peu près 3 € le mètre cube. Donc, voilà, ça fait 10 €, 10 € par an. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas énorme, 10 € par an. Quand c'est une chasse d'eau qui fuit et vous êtes plutôt à 3 litres par minute, je ne fais pas le calcul, mais sur un des hôtels qu'on a accompagnés, on avait calculé à 10 000 € par an. Donc voilà, la même logique que pour l'énergie. Première chose à faire, c'est suivre les consommations, suivre les compteurs d'eau. Et une des choses indispensables à faire, c'est si vous n'avez pas de clients pendant quelques jours ou même pendant une nuit, notez le compteur d'eau avant, je sais pas, notez le compteur d'eau et repassez quelques heures après ou quelques jours après s'il n'y a toujours pas de clients et renotez le compteur d'eau. Si vous voyez que le compteur d'eau a évolué, qu'il n'y a eu aucun passage, aucune fréquentation, c'est possible qu'il y ait des fuites dans votre établissement. Donc, c'est important d'avoir un plan de prévention des fuites et ça peut aller très vite quand il y a une fuite en termes de perte. Donc, pour moi, c'est une action prioritaire, la maîtrise et la prévention des fuites et le suivi des compteurs. Alors, c'est souvent la base, ce que je vous dis, mais c'est vrai que la base n'est pas toujours mise en œuvre. Si on doit être aussi dans les priorités d'action, c'est toujours sur la sobriété, il faut jouer sur les débits d'eau.
notre client, le client, il cherche une douche qui est confortable. Il ne cherche pas une douche avec beaucoup de débit d'eau. Et donc, du coup, on va mettre en place des mousseurs ou des réducteurs de débit sur les douches. Bien sûr, on va le tester. Moi, je vous invite toujours à vous laver les mains ou à prendre une douche à la place du client pour voir si c'est confortable. Pour moi, c'est une action prioritaire. Tous vos équipements doivent avoir des régulateurs ou des mousseurs économes. Alors, pour les logiciels de consommation, de suivi, alors j'en ai pas de tête à vous donner. Je pourrais vous redonner par mail, je ferai suivre avec le support des noms d'acteurs, mais je sais que maintenant, vous avez même des acteurs fournisseurs d'énergie comme EDF qui vous proposent des options avec des suivis de compteurs. Et vous avez de plus en plus de startups qui proposent des compteurs intelligents. Et autrement, pour les logiciels, oui, j'ai 2 ou 3 noms en tête, mais je ne les ai pas là dans le support. Ah oui, pour le suivi de l'eau, on en avait évoqué un en réunion la semaine dernière avec Emmanuel. Je ne sais pas si Emmanuel Bessonnet, tu te souviens le nom du fournisseur de compteurs intelligents, mais j'ai pas le nom en tête. Voilà, je laisserai Emmanuel éventuellement retrouver l'info, mais c'est pas certain non plus. Voilà, dans ce qui est des réducteurs de débit, vous avez des choses un peu interactives qui changent de couleur en fonction du temps passé, du volume passé sous la douche. Donc là, c'est un exemple avec Hydrao. Vous avez encore des exemples de messages pour interagir avec les clients, pour faire des économies d'eau. Voilà, si on prend cette logique de négawatts et qu'on l'applique aux espaces verts cette fois, parce que certains d'entre vous peuvent avoir des espaces verts, toujours sur l'eau. La sobriété, c'est quoi? C'est déjà le choix des essences. On va choisir des essences qui supportent bien le stress hydrique, la sécheresse. On va réfléchir à un aménagement paysager aussi pour faire beaucoup d'ombrage, parce que des arbres qui font de l'ombre, déjà, ça va faire des zones de vie plus intéressantes l'été pour vos clients, mais ça va aussi réduire la consommation d'eau de votre parc, de votre jardin. On va réfléchir à l'orientation du bâtiment si c'est possible, et l'orientation de toutes les zones de vie. Donc voilà, on va réfléchir à tout ça. On va bien sûr, déjà dans la conception des espaces verts, réfléchir à avoir des espaces verts qui vont consommer assez peu d'eau. Après, sur l'efficacité, on va vouloir réduire l'arrosage. Donc déjà, on va se dire à quelle heure j'arrose pour éviter l'évaporation. On va vouloir réduire les pertes liées à l'arrosage. On va se former, on va voir s'il y a des techniques plus innovantes que d'autres. On va mettre du paillis, par exemple. On va mettre un suivi de compteur sur si vous avez une pompe sur un puits. Ça peut être bien de savoir combien vous avez pompé réellement. Toujours faire une veille sur les fuites. Donc voilà, toujours traquer les fuites et les pertes inutiles, et notamment liées à l'évaporation. Et enfin, pour le côté renouvelable, ce serait plutôt le recyclage ou la récupération d'eau. Est-ce que vous avez moyen de récupérer de l'eau de pluie? Est-ce que vous avez moyen de récupérer de l'eau d'assainissement avec une phytoépuration, par exemple? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser, ou de recyclage de l'eau de la piscine, par exemple, pour d'autres usages. Voilà, quelques autres visuels, toujours sur la communication client. Alors moi, j'aime bien celui de gauche, peut-être parce que j'ai un cerveau qui est un peu bizarre, mais quand je vois l'image d'un petit bonhomme qui n'est pas aligné, j'ai envie de l'aligner. Voilà. Donc, c'est pour indiquer les clients à mettre un thermostat plutôt faible en termes de chauffage. Voilà, donc vous avez d'autres visuels, encore des visuels sur les compteurs d'eau, enfin, pardon, les consommations d'eau, voilà, pour inviter les personnes à être économes en eau. Alors, sur les déchets, quelles sont les premières actions? Et ben pour moi, la première action, c'est de mettre en œuvre cette philosophie qui s'appelle les 5 R, la règle des 5 R plutôt, qui est un ordre de réflexion pour éviter de produire des déchets. Première chose, de refuser les déchets. Déjà, est-ce que lorsqu'on vous met d'emblée certains emballages, certains sacs, ou est-ce que vous pouvez l'éviter? Est-ce que vous pouvez refuser de la publication? Je sais que par exemple,
que ce soit des gîtes, des chambres d'hôtes, des offices de tourisme, vous recevez énormément de publications qui ne sont pas forcément adaptées. Donc, j'avais un office de tourisme qui m'a dit, du coup, une de nos actions, c'est de renvoyer un mail ou un courrier à ceux qui nous envoient des plaquettes et leur dire qu'on ne prend plus de plaquettes. Donc voilà, déjà, et on va réduire les volumes d'impression à terme, en tout cas, auprès de ceux qui vous envoient des plaquettes. Donc voilà, première action, c'est refuser. Refuser des emballages auprès de certains fournisseurs, ce n'est pas toujours faisable, mais ça peut être évoqué. La deuxième action, c'est réduire. Réduire la quantité d'emballage, notamment réduire le volume de produits. Est-ce qu'il y a besoin d'autant de matière pour faire ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a besoin d'imprimer les 200 000 exemplaires ou est-ce qu'on peut faire du répertoire au cours de l'année? Voilà, j'ai un micro qui est encore ouvert. Je vous laisse voir si on peut le couper. Et donc, réduire la quantité de déchets, c'est aussi essayer d'allonger la durée de vie, de réparer quand c'est possible, ou des choses qui sont plus utilisées, qui sont en stock, essayer de le partager, de le redonner. Et ça fera sûrement des heureux au niveau des associations. Donc, réutiliser, si vous avez quelque chose qui se détériore, mais que vous pouvez en faire réutiliser la matière, réfléchissez qu'est-ce que vous pouvez faire en réutilisation de matière. Ça peut être des torchons pour le côté cuisine, ça peut être des sacs en tissu, et il y a beaucoup d'actions qui peuvent se mettre à ce niveau-là. Ensuite, c'est le recyclage. Quand vraiment on ne peut plus réutiliser, on va essayer de le mettre dans la bonne filière. Et ce qui va avec le recyclage, c'est le rendre à la terre, essayer de composter le plus possible des déchets pour ne pas qu'ils soient traités, transportés et traités, voire parfois incinérés, alors que lorsqu'on le met au compost, ça recrée de la matière qui va être utilisée pour recréer la vie derrière. Donc c'est vraiment cette philosophie que je vous invite à appliquer au plus vite pour la gestion des déchets. Alors, sur les produits d'entretien, quelles sont les actions à mettre en œuvre? Alors, la priorité, c'est de réduire les produits chimiques. Comment on peut réduire les produits chimiques? Vous avez déjà le choix de produits d'entretien qui ont moins de produits chimiques. Donc, vous allez retrouver des labels. Alors, je ne vois pas l'écolabel européen dessus, mais ça fait partie des labels, EcoCert ou d'autres labels. Donc voilà, vous restez sur l'achat de produits chimiques, mais certifiés. Vous avez aussi des questions de conditionnement, de dilution. Donc voilà, vous pouvez jouer là sur le côté emballage. Ah oui, voilà, l'écolabel, il était bien, et EcoCert aussi. Juste une petite animation. Vous avez la possibilité d'avoir des centrales de dosage, voilà, mais on reste toujours sur des équipements un peu chimiques. Et vous avez aussi, j'ai trouvé ça une fois, des produits d'entretien à sac. C'est-à-dire qu'on ne va plus transporter l'eau qui est dans les produits d'entretien et on va avoir beaucoup moins d'emballage, un petit film plastique comparé à des bouteilles plastiques. Donc ça peut être aussi assez intéressant. Au-delà des produits d'entretien, on peut créer ses propres produits d'entretien sans substances chimiques. Donc là, je vous ai mis deux exemples. L'eau ozonée, qui est un système qui va fabriquer de l'eau avec de l'ozone. En fait, elle va séparer les molécules d'H2O en molécules avec de l'ozone. Et l'ozone est un pouvoir désinfectant très fort, et du coup, qui va durer 2-3 heures. Et du coup, vous pouvez faire le nettoyage de tous vos espaces sans chimie, sans produits chimiques, mais avec cette eau ozonée, qui est un petit équipement qui est installé dans votre structure. Sinon, vous avez aussi la question de la vapeur sèche, qui sont des choses qui sont de plus en plus utilisées aussi par les hôtels. Donc voilà, là, on n'a carrément plus de produits chimiques. Alors, on a encore des déchets au bout de 5 ans, au bout de 10 ans de produits d'entretien. Voilà, vous avez d'autres exemples d'équipements qui suppriment les produits chimiques. À savoir que les lingettes microfibres et de l'eau peut servir aussi pour un grand nombre d'usages. Pas pour de la désinfection, mais un grand nombre d'usages. Tout ce qui est produit d'accueil, voilà, on est toujours dans la même logique, réduire les quantités d'emballage. Donc, bien sûr, éviter les portions individuelles. Et ensuite, vous pouvez être sur des pompes de 300 ml, par exemple, mais ça fait encore pas mal de déchets. Vous avez des sachets en plastique à droite et vous avez même les bidons réutilisables. Donc voilà, n'hésitez pas à partir sur ces solutions-là. Pareil, les bouteilles d'eau en plastique, c'est souvent la première source de déchets plastiques dans les hôtels. Donc, se poser la question, comment les supprimer, sachant que c'est la réglementation aujourd'hui qui l'invite. Alors, il y a quelques chiffres, mais on avait fait une simulation pour un hôtel de 40 chambres.
comment supprimer et par quoi remplacer surtout les 10 000 bouteilles. Les 10 000 bouteilles en plastique par an, donc on avait fait un comparatif de certaines bouteilles d'eau, de bouteilles en briques, de canettes en alu, en verre consigné, ou en carafe, ou en fontaine. Donc, vous avez les différences de coûts. Donc, ce qui coûte le moins cher, c'est bien sûr c'est l'eau du robinet et les fontaines. Et le fait d'acheter la fontaine, c'est moins cher que de prendre une prestation de location, entretien. Et surtout, quand on se pose la question de la fontaine, certains vont nous dire oui, mais du coup, c'est un moins pour le client, il n'a plus sa bouteille en chambre. Et en fait, j'essaie d'argumenter en disant bah oui, mais il peut avoir l'eau fraîche à n'importe quelle heure et pétillante. Donc, ça peut être aussi une valeur ajoutée supplémentaire. Et sachant que vous avez quand même de plus en plus de clients qui viennent avec leur gourde et ils peuvent facilement remplir leur gourde avant de partir à la fontaine avec de l'eau fraîche et filtrée. Donc voilà, les arguments aujourd'hui sont positifs, mais surtout à éviter les canettes en alu qui ont plus d'impact que la situation de départ. Donc là, on a fait une analyse multicritère sur la consommation d'eau, consommation d'énergie en cycle de vie, les émissions de CO2 et la quantité de déchets générés et le coût de fonctionnement de la pratique. Alors, sur le gaspillage alimentaire, je vais passer parce que je n'ai pas vu de restaurant aujourd'hui. Peut-être certains d'entre vous font du petit déjeuner. Bon, j'avais quelques diapositives. Si on doit résumer, le plus important, c'est d'avoir une bonne adéquation entre la fréquentation de votre établissement et ce que vous allez sortir des stocks et mettre en présentation. C'est la première chose. Et après, privilégier des produits de qualité plutôt que de quantité, avec la possibilité bien sûr de se resservir. Mais parce que si vous proposez des produits en quantité et de mauvaise qualité, certains clients vont s'en détourner et ne vont pas les consommer tout simplement. Voilà, vous pouvez jouer sur la taille des assiettes, ça aussi, ça va réduire. Et puis après, si vraiment il vous reste des invendus au buffet, vous pouvez avoir des applications pour le revendre avec Too Good To Go, par exemple. Voilà, donc après, pour impliquer les clients, vous pouvez aussi jouer avec eux, entre guillemets. Vous avez des éco-défis, vous avez un jeu de loi aussi qui peut les intéresser. Enfin, je ne sais plus si je l'ai mis dans la diapo. Mais l'idée, c'est que vous pouvez facilement les informer, tout en essayant de rester dans une information plutôt pédagogique et pas culpabilisante. C'est ça la chose la plus dure. Voilà, donc j'ai passé en revue les premières actions à mettre en place. Vous voyez, ça fait déjà beaucoup d'actions. Il va falloir encore prioriser. Mais en résumé, pour réussir votre transition, déjà, c'est savoir pourquoi vous le faites et d'avoir bien vos motivations, mais aussi les motivations de l'équipe. Si vous connaissez bien vos motivations et pourquoi vous le faites, vous allez mettre en place le bon plan d'action, la bonne vision. Et en fait, ça ne va pas être une charge vraiment supplémentaire. Ça va couler, ça va faire partie de la fiche de poste, ça va faire partie de modification de vos procédures, de vos processus. Et l'idée, c'est d'y aller petit à petit. Donc, il faut en faire un réel projet avec des indicateurs de suivi, des moments conviviaux, des moments d'échange, des ateliers, des prises de parole de la direction, une information auprès du client. Enfin, il faut que ce soit un vrai projet. Trouvez vos alliés, impliquez vos équipes et vos partenaires à l'extérieur. Et puis, si vous partez sur les actions, sobriété, c'est la clé pour moi. D'abord, c'est réfléchir à la sobriété, aux réels besoins de toutes vos consommations et de voir comment vous pouvez faire mieux, et pas moins, mais mieux. Et en général, quand on fait mieux, on fait un peu moins. Et puis, donnez-vous une progression au fur et à mesure. Soyez pas trop ambitieux dès les 6 premiers mois et vous allez voir, les premières actions vont donner des idées supplémentaires et ça va se rajouter au fur et à mesure aussi. Voilà, donc on va vous laisser un petit peu la parole. Le temps que... Enfin, on va organiser ça un peu, la prise de parole. Le temps qu'on laisse les paroles, enfin, je vais lancer ça. Je vous propose un deuxième petit sondage en conclusion de ce webinaire que je vais lancer donc, toujours sur Slido. Et l'idée, c'est que donc, vous connectez sur Slido de nouveau, vous rentrez le code solution. Et à l'issue de ces webinaires, est-ce qu'il y aurait 1, 2 ou 3 actions que vous verriez bien engagées à travers tout ce qu'on a vu, ou d'autres actions même que je n'ai pas citées? Est-ce que vous avez des idées d'actions prioritaires que vous souhaiteriez engager? Voilà, je vous laisse répondre pendant qu'on échange. Et à la toute fin, on fera un petit point sur les actions.
Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est déjà, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu, des remarques, mais surtout des partages? Est-ce que vous avez mis en place certaines actions qui ont fonctionné assez rapidement, avec des bons retours, faciles? Enfin voilà, à vous de poser vos questions, de témoigner. Est-ce qu'il y a des actions qui ont fait mouche dans votre mise en transition? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Moi, je veux bien prendre la parole encore juste pour dire que on a initié en fait des fresques du climat en interne pour sensibiliser les collaborateurs au sujet. Et donc, par ce biais-là, ça fait émerger des idées. Derrière, il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi pas créer un coin lecture avec des revues RSE, enfin climat, et je me dis que c'est une bonne idée et que ça peut sensibiliser les gens et toujours pareil pour cette fameuse conduite du changement, les amener à être plus ouverts en fait quand ça va toucher leur quotidien. Oui. Donc là, on est dans la fresque du climat. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais ça permet de faire une prise de conscience sur les enjeux climatiques. Et du coup, il en découle des actions. Alors, c'est pas toujours adapté au secteur du tourisme, hein, c'est grand public, hein, la fresque du climat. Et vous-même, vous y aviez participé, parce que vous m'avez dit que ça fait 3 mois que vous êtes au voyage à Nantes. Je l'ai animé. D'accord, c'est vrai que Mais justement, là encore, d'initier ça a permis de découvrir qu'une autre personne du van était déjà animatrice. Et donc, on a co-animé la première, on en a une deuxième la semaine prochaine. Et on va certainement en faire une troisième. On fait ça, un peu comme les midis de la fresque, comme c'est quand même un temps long. En fait, on fait ça de 11h30 à 14h30 pour pas trop manger en fait sur le temps de travail et pour inciter aussi les collaborateurs à venir pour que voilà, ils n'aient pas l'argument de dire mais j'ai pas le temps, c'est trop long. Enfin, voilà, on essaie de trouver un horaire aménagé. Même si c'est un essai pour le moment, on s'améliorera pour les prochaines fois certainement, quoi. Ok. Et justement, ça m'intéressait de savoir s'il y avait une fresque qui existait plutôt orientée tourisme durable en fait. Alors, je sais que c'est en réflexion. Oui, j'ai entendu que c'était en réflexion par ATD. Voilà, mais ça n'a pas trop avancé ces derniers mois, donc ils ont mis une échéance butoir pour faire les tests à partir du mois de mai. Voilà, et nous, on est en réflexion, parce qu'on a beaucoup de données sur les campings et sur les hôtels. On est en réflexion pour les décliner sur le sujet des hébergements touristiques, en fait. Parce que après, la problématique de la fresque, c'est qu'on reste très généraliste. Et quand on se met avec des hôtels, avec des personnels qui est dans son métier, en fait, on veut vraiment qu'ils réfléchissent sur le temps du travail avec les enjeux liés à leur hôtel. Et donc voilà, c'est un peu les attentes du secteur, et on en discutait encore hier avec des offices de tourisme, mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient un peu dans tous les offices, avec cette question, est-ce qu'il y en a une adaptée aux destinations touristiques ou au secteur? Ok, est-ce qu'il y a une autre action qui a bien fonctionné ou que Alors vous... sinon, il y a une question dans la ok. messagerie sur le problème des déchets qui sont pas triés de la même manière partout et ce qui fait que les clients parfois ne trient pas non plus de la bonne manière. Ouais. Alors du coup, ce qui peut fonctionner, c'est... alors, il y a plusieurs manières de le voir. Ce qui peut fonctionner, c'est de simplifier le message en mettant tous les déchets d'emballage d'un côté et tous les autres déchets de l'autre côté. Et si vous avez une structure où il n'y a pas trop de difficultés à retrier le carton, du verre ou du plastique, vous pouvez vous-même faire le tri à la place des clients pour éviter les erreurs. Et aussi parce que en chambre, c'est une question de la chambre, ça laisse une poubelle qui est relativement simple avec seulement 2 compartiments. Si vous souhaitez que le client fasse un tri beaucoup plus poussé, là, il faut mettre des pictogrammes, des images, mais c'est toujours délicat. Il y a beaucoup d'erreurs de tri. Donc moi, j'aurais tendance plutôt à simplifier le tri, ce qu'on a d'ailleurs sur certains territoires, comme en Vendée, où on a les emballages d'un côté et le reste de l'autre côté. Et quitte à retrier certains emballages de votre côté pour affiner.
Autrement, vous allez avoir beaucoup d'erreurs de tri. Le tri, c'est pas toujours simple à mettre en œuvre. Alors, je vois les questions, enfin les actions qui sont mises, les réponses qu'il y a eu. Est-ce qu'on peut partager le nuage de... Finalement, Oui, le nuage je vais de... essayer. Est-ce En que fait, ça oblige à départager d'un côté et Ouais, repartager de l'autre. pas très grave, mais c'est juste que vous allez voir mon interface administrateur. C'est pas très grave. Donc voilà, on voit des idées qui sont sur les quantités d'édition. Donc, et trouver une réutilisation avant le recyclage. Oui, alors c'est pas toujours simple la réutilisation si c'est écrit recto verso, mais en effet. Après, le recyclage permet aussi une certaine réutilisation, mais en effet, déjà réduire à la source la quantité d'édition, c'est quelque chose d'important. Et les grammages, voilà. Donc, récupérer l'eau de pluie, l'eau des douches pour alimenter la chasse d'eau. Donc là, on a des choses un peu plus techniques. Alors, l'eau des douches pour les chasses d'eau, pour le moment, c'est un peu compliqué avec l'ARS. Parce qu'en fait, l'eau des douches, même si elle est filtrée, elle est largement décontaminée en bactéries, si elle est stockée dans la réserve de la chasse d'eau, il peut y avoir des développements bactériologiques. Donc pour l'instant, l'ARS n'est pas encore très favorable à ça. Voilà. Et puis la récupération d'eau de pluie, toujours vigilance, n'engagez pas, d'après moi, des gros travaux avec des citernes en béton enfouies, parce que ça va peser plusieurs tonnes pour récupérer quelques mètres cubes d'eau. Je vous incite, si possible, à avoir des citernes externes. Vous pouvez récupérer des citernes ou autres, si c'est pour les espaces verts. Sauf si vraiment c'est pour la réutilisation pour vos activités, mais sachant aussi qu'il y a souvent plus de touristes en été, et la réserve, elle se vide assez rapidement au mois de juin. Donc voilà, n'engagez pas trop d'investissement si c'est déjà existant. Donc, travailler sur une prise de conscience avec l'équipe et le plan d'action. OK. Sensibiliser la clientèle avec du nudge. Finir de changer les ampoules. OK. Terminer ça. Un outil de travail en interne, on l'a vu tout à l'heure. Diagnostic déchets. OK. Donc, avec l'avantage du déchet, c'est que c'est quelque chose d'assez visible et mobilisateur. Après, en termes d'impact, c'est pas tellement le tri des déchets qui est important, c'est surtout la réduction à la source des déchets. Alors le tri est important, mais c'est d'abord le faire moins de déchets. Le tri, c'est le 3e ou le 4e levier. Supprimer les bouteilles d'eau en plastique, oui, c'est une très bonne action. Mettre en place des mousseurs, c'est facile et c'est rapide. Sobriété énergétique, sobriété déchets, ok. Donc réfléchir à vos besoins, très bien. Transformer le Vapodil, c'est la vapeur sèche, donc supprimer les produits chimiques. Les volumes d'édition, mise en place de poubelles de tri pour les clients, donc on l'a évoqué avec la question, et groupe d'interne pour améliorer la structure. Ok. Très bien, on voit des recoupements. Alors, Alors, il y a on une arrive. question Oui. encore sur peut-on trouver des analyses de cycle de vie ou des bilans carbone un peu filières? Voilà, c'est pour prioriser, pour aider à prioriser. Alors oui, justement, on l'a développé pour l'ADEME, sur tout ce qui est hôtellerie, camping, restaurant. On a ces données-là. Et on a fait sur le linge aussi. Donc oui, alors nous, on communique un peu ça dans une autre formation qui justement est une initiation au tourisme durable pour les offices de tourisme. On communique un peu tous ces chiffres-là. Et au niveau de l'ADEME, je pense que les seules données qui sont disponibles, c'est pour les hébergements touristiques type hôtel. Il n'y a pas encore pour les campings. Mais n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez que je vous envoie plus d'infos. D'ailleurs, je vous remets mon email ici. Voilà, si vous avez des questions. Et après, il y a quelques diapositives. Je vais redonner la main à Françoise pour les dernières diapositives sur l'académie. Donc, les dernières diapositives, bah, c'est en effet ce qu'évoquait tout à l'heure Lisa. Et à moins que Lisa veuille réintervenir aussi, je vois que tu es là, tu veux réintervenir sur l'académie peut-être?
Oui. Pour rappeler qu'il reste, comme je le disais au tout début du webinaire, il reste 9 formations au programme de l'Académie Tourisme, dont 2 formations sur le tourisme durable, 2 formations spécialement dédiées aux offices de tourisme. Et puis après, diverses autres formations pour les professionnels, l'ensemble des professionnels du tourisme et les offices de tourisme. Et tout cela, voilà, sur le site indiqué ici et que j'ai mis dans la conversation aussi tout à l'heure. Donc avec toujours le groupe Facebook aussi où vous pouvez éventuellement me tenir au courant de tout ce qui se passe ou même témoigner aussi de votre côté. Voilà, donc on va tous vous remercier de votre participation. Oui, merci pour vos questions, votre écoute. On va remercier Hubert pour l'ensemble de ses propos très, très précis et très concrets. Et je pense qu'il a pu peut-être vous inspirer pour vous engager et donc essayer aussi de sensibiliser autour de vous. Je crois qu'il y a un enjeu, en effet, qui est très, très important et donc beaucoup de choses à réaliser aujourd'hui. Donc, plus on est nombreux, plus il y aura de mobilisation, je crois. C'est pas le travail qui manque sur le sujet, ça c'est sûr. Voilà, exactement. C'est passionnant. C'est vraiment c'est passionnant parce qu'on peut agir sur tous les aspects de la vie quotidienne dans le tourisme et en fait, vous trouverez forcément dans vos équipes quelqu'un qui sera sensible à un des sujets de la transition. Et mon conseil, c'est de trouver quelle est la fibre qui parle à vos collègues et de travailler sur cette fibre-là et après, ça va passer tout seul. Et pour les structures qui sont plus isolées, hein, les gîtes, chambres d'hôtes ou sites de visite, j'ai vu qu'il y avait aussi des sites de visite, le plus important à ce moment-là, c'est aussi de voir s'il y a d'autres structures touristiques sur votre territoire pour aussi justement ne pas être seul et pouvoir travailler de façon un peu collective, mais pouvoir échanger, partager des expériences. Je crois que c'est bien aussi, là aussi, de pouvoir avoir un peu de soutien collectif. Et passer par votre office de tourisme, parce qu'eux-mêmes vont être au courant des autres acteurs qui s'engagent. Donc voilà, je vous conseille vraiment la clé d'entrée, l'office de tourisme. Merci à toutes et à tous et très bonne journée. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions complémentaires. Et donc, le support sera envoyé aux participants. C'est pour ça que je recommandais à chacun de bien se nommer, comme ça on peut savoir qui était là pour bien envoyer le support. Et le replay, Lisa, dans quelques jours, pour le temps qu'on récupère l'enregistrement et puis que vous puissiez le mettre en ligne sur le site de l'Académie. Donc, bonne fin de matinée à vous tous. Bonne réussite dans toutes vos actions que vous allez réaliser en matière de transition et puis à un prochain rendez-vous ou une prochaine formation. Au revoir. Au revoir.